Est-ce qu'au niveau des aspects techniques, on est bon? Parfait. Eh ben, au nom du NPA révolutionnaire, on vous souhaite la bienvenue à ce topo de formation de la région parisienne qui aura pour thème, après la Pride parisienne, comment combattre l'extrême droite et ses idées. Donc ce sera une formation qui sera introduite par deux camarades du secteur jeune, Matar et Copelia, qui feront donc une introduction à deux voix, l'occasion de à la fois discuter de ce que les camarades nous auront présenté, mais aussi surtout ne vous réfrénez pas sur toutes les questions, les remarques. Voilà, il n'y a jamais de questions bêtes, stupides. Ça sert aussi à ça les formations pour se former entre nous. Donc surtout n'hésitez pas à prendre la parole. En plus on est plutôt en comité un tout petit peu restreint, et donc ça permettra à ce que la parole puisse tourner beaucoup plus facilement. Et donc je commence avec Matar. Alors, ok, on entend bien. Si on prend les chiffres de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, l'ILGA, l'homosexualité est aujourd'hui punie par la loi dans 64 pays dans le monde, sur un peu moins de 200 États reconnus. Les chiffres sont certainement sous-estimés, mais selon ce groupement, qui a une certaine continuité et donc permet d'interpréter des tendances, l'homosexualité était réprimée dans 75 États il y a 10 ans et dans 113 États en 1990, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, retirait l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Peut-on vraiment parler de grande victoire de ces dernières décennies? Évidemment, ces chiffres sont à manipuler avec précaution. Cette même association indique qu'en ce qui concerne le recours à la peine de mort, de nombreuses justices, entre guillemets évidemment, y recourent contre les LGBTI sans même que cela soit mentionné dans la loi. Par exemple, en Afghanistan ou au Qatar, surtout, ces chiffres proviennent d'institutions gouvernementales ou paragouvernementales des États occidentaux, des associations qui axent l'essentiel de leur action sur du juridique, des pétitions à l'ONU, du lobbying et ce genre de choses. Ceci étant, ces chiffres indiquent qu'à l'échelle mondiale, les États adaptent partiellement leur politique à l'égard des LGBTI en allant dans le sens de l'égalité juridique. À la fin de sa vie, Jean-Marie Le Pen était condamné pour propos homophobes par un État français qui avait lui-même discriminé les personnes homosexuelles jusqu'à une période pas si lointaine. Deux autres évidences. Cette évolution d'ensemble s'accompagne parfois de reculs de droit, y compris dans les principales puissances du monde, et bien sûr, l'égalité juridique constitue une avancée, mais ne dit pas grand-chose du concret, des existences réelles des uns, des unes et des autres. Par contre, ce constat est le point de départ de quelques problèmes politiques de fond et de positionnements politiques généraux pour nous aujourd'hui, à l'heure où l'extrême droite, les religieux et divers gouvernements font des questions LGBTI un instrument de leur propagande. Pourquoi ces basculements juridiques et que recouvrent-ils en matière d'égalité? Comment s'affronter à celles et ceux qui s'opposent à cette marche pour l'égalité, ou pour le formuler plus précisément, et cela constituera une partie importante de la discussion, comment s'affronter aux forces politiques qui portent des idées réactionnaires en indépendance des gouvernements et partis politiques s'affirmant progressistes? Ces mêmes forces politiques qui pavent la voie à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite qui se renforce dans toute l'Europe. Dans un premier temps rapide, je vais insister sur le fait que les conquêtes des mouvements LGBTI sont le résultat de combats au départ minoritaires, mais qui deviennent de plus en plus globaux et sont bien évidemment partie prenante de contestations plus globales. Dans un second temps, je vais revenir sur l'offensive actuelle de l'extrême droite en concentrant mon propos sur les discours et politiques anti-trans. Évidemment, je ne pourrai pas aborder l'entièreté des situations spécifiques des personnes LGBTI, et le nombre de lettres est lui-même réducteur, mais on y reviendra dans la discussion sans doute. Et dans un troisième temps, je vais essayer de présenter quelques pistes pour essayer de combattre l'extrême droite sur une base de classe. Pour commencer sur les luttes, quelques rappels. En France, l'incrimination de l'homosexualité, qui avait été réintroduite par le gouvernement de Vichy, n'avait été remise en cause ni par la gauche, ni par De Gaulle, ni par personne durant des décennies. À la Libération, De Gaulle refuse d'abroger l'ordonnance homophobe de Vichy du 6 août 1942, et ces dispositions font partie du code pénal français jusqu'aux années 1980. Le retour de la gauche au gouvernement, après 2 décennies d'absence, mène le Parti socialiste à supprimer du code pénal les dispositions discriminatoires visant les relations homosexuelles en 1982. Avec l'abolition de la peine de mort, la suppression de ces discriminations faisant partie des gestes ne coûtant rien à la bourgeoisie française que Mitterrand pouvait offrir à son électorat. Évidemment, ce n'était pas un changement de ligne du PS sur les questions LGBT. Sans l'obstination des associations de lutte contre le sida, souvent issues de mouvements homosexuels,
Même des mesures aussi limitées que le Pax n'auraient sans doute pas vu le jour. En 1988, au moment de l'ouverture des débats parlementaires propres à la mise en place du pacte civil de solidarité, c'est-à-dire une union civile un peu moins contraignante que le mariage, mais établissant juridiquement des droits et des devoirs entre individus potentiellement du même sexe et partageant une vie commune, les députés socialistes avaient simplement déserté l'Assemblée nationale. Alors bien évidemment, on est contre le fait de lier les individus, même en couple, par les contrats de l'État bourgeois, ou pour le dire autrement, on est pour l'union libre plus que l'union civile, mais c'était une discrimination importante que d'empêcher les couples homosexuels d'accéder à une reconnaissance juridique de ce statut et aux avantages et garanties associés aux unions civiles. De son côté, le Parti communiste, ayant par ailleurs adopté une ligne nataliste et anti-avortement, reste obstinément muet sur les discriminations envers les homosexuels de la fin de la Seconde Guerre mondiale à après mai 68. Encore, en 1972, son premier secrétaire, Jacques Duclos, répondait à une interpellation de militants homosexuels par, ouvrez les guillemets, allez vous faire soigner. Dans la même période, en Europe de l'Ouest, le mouvement homosexuel se limite pour l'essentiel à des petits groupes misant sur la respectabilité bourgeoise pour se faire accepter. Mais les choses bougent depuis les années 1970 dans le monde entier. Le plus visible est évidemment l'exemple des Pride et derrière ou devant elles la construction de groupes politiques ou d'associations. Pour le premier anniversaire des émeutes de Stonewall de juin 1969, les premières marches ont lieu à New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Aussi à Londres dès 72, Sydney en 73, Barcelone et Paris en 77, puis un peu partout en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Puis Buenos Aires en 1992, Tel Aviv en 93, Tokyo en 94, enfin l'Europe de l'Est péniblement à partir du début des années 2000, Varsovie en 2001, puis Calcutta ou New Delhi en 2003 et 2008. Il ne s'agit pas ici de chercher à donner une caractérisation générale de ces manifestations, tant leur caractère varie selon les pays, les périodes et les situations politiques, avec des côtés parfois festifs, tantôt plus contestataires ou plus ouvertement revendicatifs. Ce n'est évidemment pas la même chose d'organiser des manifestations anti-Trump avec la bénédiction des municipalités démocrates américaines ou à Londres et Paris dans les années 70 pour réclamer l'égalité des droits entre hétéros et homos, ou face à des groupes ultranationalistes protégés par la police à Moscou ou à Belgrade. Ceci étant, qu'elles soient combatives ou festives, une Pride ou marche des fiertés participe à l'affirmation de la liberté des choix individuels, particulièrement en matière sexuelle. Surtout, leurs opposants sont souvent forcés de reculer. Samedi dernier, par exemple, près de 200 000 personnes ont manifesté pour la Pride à Budapest, pourtant interdite par le Premier ministre Viktor Orban, figure de l'international réactionnaire, en conflit avec les gouvernements dits progressistes européens, qui soutenaient l'initiative de la mairie écologiste de Budapest visant à maintenir cette Pride. L'interdiction a été finalement renversée dans les faits par les centaines de milliers de manifestantes et de manifestants après des années où les groupes violents d'extrême droite tenaient pour partie la rue en Hongrie. Ils n'étaient qu'une cinquantaine face à une marée humaine qui avait sans doute bien d'autres idées en tête que la mairie de Budapest. L'interdiction d'Orban s'est retournée contre lui. Au-delà de la question des droits LGBTI, la marche s'est transformée en lieu de ralliement et est devenue la plus grande manifestation de ces dernières années en Hongrie. En fait, ce cas de figure où la mise en avant des droits des LGBTI est reliée à bien d'autres enjeux n'est pas rare du tout. Sur le continent africain, la première Gay Pride a eu lieu à Johannesburg en octobre 1990, dans le cadre d'une manifestation évidemment très politique dans le contexte de la libération de Nelson Mandela. À New Delhi en 2008, les manifestants ne sont que quelques centaines pour la Pride. Beaucoup se cachent le visage car ils ne peuvent pas assumer vis-à-vis de leurs proches dans un contexte où l'homosexualité est plus que tabou. Ils s'attaquent au code pénal datant des colons britanniques qui condamnent tout acte contre nature comme la sodomie. Des termes juridiques qui en France avaient disparu depuis la Révolution française. Mais ils sont quand même derrière une banderole qui affirme hindous, musulmans, sikhs, chrétiens, hétéros, homos, nous sommes tous frères. Une manière non seulement de défendre les droits des LGBTI, mais aussi de cibler l'extrême droite hindouiste et en fait l'ensemble du monde politicien d'Inde qui fonde ses discours sur ces divisions. 10 ans plus tard, l'État indien, même dirigé par une extrême droite décrivant l'homosexualité comme une maladie génétique, a dépénalisé les relations sexuelles entre personnes de même sexe dans une décision de Cour suprême. Même la question du mariage est aujourd'hui sur la table. La Cour suprême d'Inde a, par exemple, estimé il y a 2 ans qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que des personnes trans contractent un mariage à la condition qu'elles soient respectivement identifiées comme un homme et une femme. Stonewall et les mouvements qui en sont directement issus, c'est en réalité un schéma assez similaire de contestation d'ensemble. L'intervention policière qui provoque les émeutes de Stonewall et leur suite
c'est en plein milieu d'un contexte global de radicalisation politique, du moins dans certains secteurs de la société américaine, avec la contestation de la guerre du Vietnam, les échos du mouvement des droits civiques et la situation générale d'après 1968. Pour une partie au moins de ceux qui se sont alors engagés dans ces mouvements de protestation, l'enjeu allait bien au-delà de la question des droits des homosexuels. Certains qui se considéraient comme son aile radicale ont créé un petit groupe, les Red Butterflies, affichant des références marxistes. Eux-mêmes présentent comme leurs actions comme les plus importantes, la participation aux manifestations contre la guerre du Vietnam et les liens qu'ils ont tenté de nouer avec les Black Panthers. Cela indique qu'au moins pour une minorité, sans qu'on puisse savoir par avance ce qu'elle aurait pu représenter, il y avait peut-être la possibilité d'une politique révolutionnaire. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Les mobilisations LGBTI des années 1970, comme d'ailleurs l'essentiel des radicalités qui ont traversé la jeunesse américaine, se sont pour l'essentiel éteintes, au mieux dans les rangs du Parti démocrate. De fait, les organisateurs des Prides en Europe occidentale affirment clairement leur volonté de soutenir le monde politique en place. Par exemple, ouvrez les guillemets, pour l'égalité, en 2011 je marche, en 2012 je vote, était le slogan de l'inter-LGBT. La dernière fois que la gauche française avait une chance d'accéder à l'Élysée, enfin c'était la dernière fois. Aujourd'hui, il s'agit de limiter les critiques faciles. L'exemple des polémiques, entre guillemets, à nouveau, sur le drapeau palestinien et le drapeau hongrois cette année, ont bien montré la volonté de l'inter-LGBT de critiquer le monde existant dans la mesure de ce que Macron permet. D'ailleurs, le propos ne porte pas spécifiquement sur l'inter-LGBT, mais sur une grande partie de la gauche syndicale et politique en France, qui est timorée à l'idée de soutenir sans ambiguïté les luttes des Palestiniens et aussi souvent muette à propos des droits LGBTI ou déléguant les questions LGBTI à des spécialistes, parfois plus spécialistes en lobbying qu'en lutte malheureusement. Tout cela n'est pas à la hauteur des enjeux du mouvement, car oui, aujourd'hui, les réactionnaires ils réussissent à rendre leur offensive particulièrement visible. Et donc je passe au second point qui est relatif à l'offensive actuelle. Les actions et discours venus des rangs de l'extrême droite, et pas seulement, reposent sur un même scénario. Présenter la revendication d'égalité comme une menace, invoquer la protection de l'enfance ou la défense de la famille et diaboliser celles et ceux qui appellent à l'égalité comme des idéologues. En fait, il s'agit de contester que les humains puissent choisir leur destin au nom de considérations rétrogrades sur la nature à laquelle s'opposerait l'idéologie. Selon ces partisans du Moyen-Âge, voire dans d'autres continents, ces amateurs de la Terre plate, il y aurait une bonne manière de vivre sa vie, une bonne manière de s'habiller, surtout pour les femmes, et d'avoir une famille, etc. Souvent, cette apologie de la nature, qui pour nous n'existe pas et est basée sur des considérations religieuses, on vous invite à retrouver nos différentes présentations sur la question dans notre site ou dans nos débats. Un des derniers exemples en date, en France, c'est la question de la fin de vie. Pour les réactionnaires, même celle-ci devrait être déterminée par des considérations religieuses. Et la France était un des derniers États européens à ne pas accorder la possibilité légale de choisir sa fin de vie. En tant que militant marxiste, on ne considère pas que dans la société capitaliste, les individus soient libres de vivre la vie comme ils l'entendent et fassent librement leur choix indépendamment de toutes les souffrances, oppressions et contraintes du monde actuel. Par contre, on est bien évidemment contre leur interdire de faire leur choix au nom de dégueulasseries religieuses ou moyenâgeuses. L'offensive contre les trans est un exemple de ces dégueulasseries. En France, le Sénat a par exemple adopté, le 28 mai 2025, une proposition de loi interdisant aux mineurs transgenres tout traitement hormonal et toute chirurgie de réassignation. Les parlementaires ayant voté ce texte ont affirmé vouloir restaurer l'autorité parentale et préserver l'innocence des enfants. Alors que la mesure prive de soins les jeunes trans et expose les médecins à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende s'ils accompagnent une transition. Cette disposition aggrave la précarité des familles modestes et relègue la question de la santé trans à une question de politique, de police. Il y a tout un tas d'attaques qui ont lieu aussi aux États-Unis, en Amérique latine, voire en Asie ou au Moyen-Orient. Mais dans le même temps, il y a de nombreux gouvernements qui prétendent simultanément défendre ces droits LGBTI par des gestes et des discours symboliques. En France, Emmanuel Macron il a fait inscrire l'IVG dans la Constitution et annoncé la création d'un observatoire national contre les LGBT-phobies, ainsi que plusieurs cellules pluridisciplinaires destinées à accompagner les personnes trans. Alors que dans la même période, il a fermé des maternités et il a réduit de manière significative les crédits alloués au centre d'IVG et refusé d'établir un financement à la hauteur pour tous les besoins nécessaires et toutes les infrastructures.
Ces décisions elles viennent contredire les déclarations officielles en faveur de l'égalité et ils traduisent en fait une priorité accordée à l'austérité budgétaire plutôt qu'à l'efficacité, à l'accès effectif des soins. Évidemment, on ne met pas sur le même plan Orban et van der Leyen qui affirmaient quelques jours que en fait, la communauté LGBTQI+ de Hongrie et d'ailleurs qu'elle serait toujours son allié. Mais pour nous, il est tout aussi évident que le seul moyen de combattre l'un ou l'autre de ses adversaires, c'est de les combattre ensemble. La seule réponse aux offensives de l'extrême droite devra s'arracher par la lutte, en toute indépendance des solutions institutionnelles et des patrons. Par ailleurs, plusieurs milliardaires ont versé d'importants financements aux campagnes politiques de partis d'extrême droite, tout en continuant d'afficher leur engagement pour la diversité. Dans leurs médias et sur leurs réseaux sociaux, Elon Musk, par exemple, il a investi des millions de dollars dans la réélection de Donald Trump et il a pris publiquement position contre la prétendue dictateur woke, alors que ces plateformes, pendant le même temps, ces plateformes relaient quotidiennement des contenus transphobes ou homophobes. En fait, cette stratégie d'enfumage, elle se nourrit d'un discours récurrent sur le wokisme et la cancel culture, qualifié tour à tour de menace pour la liberté d'expression ou de dérive idéologique. En réalité, cette rhétorique elle s'appuie sur la stigmatisation des mouvements égalitaires pour détourner l'attention des questions sociales fondamentales, comme la hausse du coût de la vie, la précarité de l'emploi et l'éclatement des services publics qui touchent en premier lieu les plus fragiles. Au niveau européen, des ministres et des eurodéputés issus de partis se présentant souvent comme pro-européens ou sociodémocrates participent aux marches des fiertés sous le drapeau arc-en-ciel, sans s'opposer pour autant aux coûts budgétaires décidés au Parlement sur les programmes de santé. Et c'est globalement le cas de beaucoup d'organisations faisant des luttes LGBTI, des combats autonomes ou particuliers, sans formuler de critique d'ensemble des politiques gouvernementales actuelles. Or, toute avancée législative en faveur des minorités sexuelles ou de genre est de fait fragile. La défense des droits LGBTI doit être articulée à la bataille contre la logique de profit qui mine l'accès aux soins, à l'emploi et au logement, pour ne prendre que quelques exemples. C'est dans cette perspective que la mobilisation autour des droits des personnes trans devient par exemple indissociable de la défense d'un droit à la santé gratuite et universelle, de la garantie d'un revenu suffisant pour vivre sans crainte de perdre son toit. L'idée selon laquelle la question de l'égalité des genres serait une question de riches ou un luxe réservé aux couches moyennes, ce qui constitue le discours de l'extrême droite, se heurte à la réalité. Ce sont souvent les populations les plus précaires, du manque d'accès aux traitements hormonaux ou de l'absence de lieux sécurisés pour les jeunes LGBTI. On pourrait faire par ailleurs le même raisonnement sur les fermetures des centres IVG, les difficultés d'accès aux soins palliatifs, etc. Inversement, c'est la solidarité entre salariés pour leurs conditions de travail et militantes pour l'égalité de genre qui permettent de faire reculer sur le terrain les discriminations lors de mouvements de lutte collective. Cela signifie que la lutte pour l'accès aux soins trans, par exemple, ne peut rester confinée aux minorités LGBTI. Elle doit être soutenue par toutes celles et ceux qui luttent pour le droit à l'avortement, pour la réduction du temps de travail, pour un logement décent, etc. En fait, celles et ceux qui contestent l'anarchie capitaliste. Mais comment faire ? Socialiser les industries pharmaceutiques permettrait de garantir la gratuité des hormones. Il faudrait mettre en commun des locaux et des équipements pour les associations. Ce ne sont que quelques exemples d'un programme très général, mais peut-être des images d'une société où les droits humains, y compris le droit à l'identité, ne peuvent plus être conditionnés au bon vouloir des capitalistes ou aux conditions matérielles que leur système nous impose. Car oui, les politiques d'austérité menées par la majorité des gouvernements affaiblissent les services publics, fragmentent les protections sociales, augmentent la pauvreté et créent ainsi un terreau favorable à la division identitaire. Plus encore, l'extrême droite se nourrit des désillusions vis-à-vis de la gauche et de la droite. Elle tire profit du ras-le-bol contre les politiques anti-ouvrières des gouvernements successifs depuis des dizaines d'années. C'est en luttant contre le patronat, en se battant contre les politiques patronales que l'on pourra offrir d'autres perspectives. L'unité de celles et ceux qui veulent lutter contre l'extrême droite est plus que jamais nécessaire. Lutter en commun, ce sera s'appuyer sur nos luttes et les organisations qui les portent. Dans la rue, en organisant des rassemblements et des manifestations, dans les entreprises, en contestant le pouvoir des patrons et en luttant pour nos revendications essentielles et en portant, y compris sur ce terrain, des perspectives politiques, internationalistes et en faveur de l'égalité des droits. Tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction sur des revendications vitales pour le monde du travail, l'extrême droite continuera de creuser son sillon et déversera sa propagande transphobe, sexiste et raciste. Quand on voit les déchaînements médiatiques réactionnaires contre les personnes trans, aujourd'hui peu visibles et très minoritaires, on se rend compte du rôle que ces discours de division et de haine pourraient jouer dans le cadre d'un durcissement de la politique
des États et d'approfondissement des combats de classe. Les nostalgiques d'Hitler et des fascistes de l'entre-deux-guerres restent pour le moment des marginaux en Europe. De nombreux mouvements d'extrême droite cherchent souvent à paraître éloignés d'eux, et les discours de l'extrême droite sont pour le moment peu reliés à des mouvements de rue à l'ouest de l'Europe. Pourtant, dans ce contexte marqué par le progrès électoral de l'extrême droite et la diffusion d'idées rétrogrades, ces fascistes peuvent être encouragés à se montrer, même s'ils ne sont évidemment pas sur le point de prendre le pouvoir. Il ne faut en revanche pas du tout négliger le danger qu'ils représentent. Si l'extrême droite s'attaque aux LGBTI, mais aussi aux Roms, aux migrants ou aux Juifs, c'est pour s'en prendre à la classe ouvrière dans son ensemble et à tous ceux qui veulent se défendre contre les capitalistes, comme le firent les fascistes dans les années 1930. Pour commencer sur les points d'appui là, sur la question de la Pride, Matar il l'a dit tout à l'heure, mais ils étaient environ 200 000 à manifester à la Pride de Budapest en réaction à son interdiction par Orban. À Paris, c'était apparemment 500 000 personnes selon l'inter-LGBT. En vrai, je pense que c'est un peu moins, mais il y avait genre autour d'une soixantaine de chars, donc c'était quand même assez gros. Qu'est-ce qu'il y a de plus politique aujourd'hui dans la Pride ? Malgré le courant qui est majoritaire aujourd'hui, qui amène un peu au truc de plus faire la fête qu'autre chose, c'est au-delà du nombre, beaucoup de gens quand même, qu'on a vu là pendant la Pride, qui voulaient mettre en avant le caractère politique, combatif de la Pride, mettre en avant la question de la lutte, etc. La preuve de ça, c'est les slogans qu'on a chantés dans notre point fixe, la manière dont ça a été énormément repris par tout un tas de gens, et y compris des slogans les plus politiques et qui pointent du doigt la question du capitalisme. Il y avait des références à Stonewall dans la manifestation, sur par exemple un char d'un collectif, il y avait écrit Stonewall était une émeute. C'est des mots d'ordre aussi sur des pancartes, etc. Donc c'est des individus, mais c'est quelque chose qui est quand même qui représente quelque chose en termes de nombre, et qui nous montre qu'il y a un espace politique aujourd'hui et une demande en fait, pas juste de chanter des slogans, mais de manière générale de réagir, de lutter et de se poser le problème de comment est-ce qu'on répond aujourd'hui aux offensives réactionnaires de l'extrême droite, etc. Il y avait aussi pas mal de références à la Palestine. Ça, c'est une question qui a été importante, et même il y a eu des débats importants, notamment à l'intérieur de l'inter-LGBT, etc. On a vu des drapeaux palestiniens qui ont été portés pas juste par des organisations. Il y avait des t-shirts, la reprise de slogans aussi en soutien à la Palestine. Même si les collectifs qui lançaient ça, les autres organisations que la nôtre, c'était surtout des organes d'extrême gauche, les gens qui reprenaient étaient vraiment quand même très nombreux. Puis d'un autre côté, il y a eu la polémique autour du collectif Eros, qui est un collectif qui se dit gay patriote, homo-nationaliste, opposé, je cite, aux dérives woke et LGBT, opposé aussi à l'immigration massive et à l'islamisation. C'est un collectif, donc, vous l'aurez compris, d'extrême droite, qui a été fondé par un ex de Reconquête et qui est un pote de Zemmour. Ce collectif, en fait, il a voulu à la base manifester, mais il y a eu à la fois un refus de la part de l'inter-LGBT. Il y a eu aussi, par exemple, une tribune qui est sortie dans Le Monde avec des personnalités du mouvement LGBT, dont des artistes, etc., qui ont signé pour dénoncer leur venue et pour appeler à ne pas les laisser manifester. Résultat, ils sont arrivés à 15, entourés d'un très beau dispositif de keufs autour d'eux, et en fait, ils n'ont pas du tout pu rentrer dans la marche. Ils sont restés à 15, entourés, et en fait, super loin. Moi, perso, j'y trouve, ça sera l'occasion d'en discuter justement dans le débat, mais je trouve qu'en fait, d'année en année, le caractère, un peu la tonalité combative, de lutte politique, etc., elle se fait de plus en plus sentir. Ça montre déjà que en fait, les offensives réactionnaires, ça révolte quand même beaucoup de monde, et que ça donne envie à minima de s'exprimer sur ça. Et ça confirme aussi ce qu'on dit avec les camarades du NPR révolutionnaire depuis longtemps, c'est-à-dire il y a une génération aujourd'hui, et surtout de jeunes, qui se politisent sur tout un tas de sujets, et y compris sur la question des oppressions spécifiques, et que donc il y a un espace pour les idées révolutionnaires, que les idées révolutionnaires ne sont pas condamnées à être minoritaires, et qu'il y a un espace pour les idées révolutionnaires de renversement du capitalisme, etc. Autre preuve de ça, c'était le nombre de discussions qu'il y a eu aussi autour du point fixe. On a vendu des Super Mr Freeze, mais c'est pas que ça qui a ramené. Il y a eu des discussions qui ont été politiques, des numéros qui ont été laissés dans une volonté de dire comment on s'organise, comment on combat le capitalisme, on reste en contact pour discuter de questions de stratégie, en fait. Ça, c'est les points d'appui qui sont quand même importants, de réfléchir à ce qu'il y a de politique aujourd'hui dans les prides. Et après, parmi les limites, c'est bien sûr un courant politique qui appelle en tout cas qui met une grosse importance à la question de la fête. Je dis un courant politique parce qu'en fait, souvent on dit, même si c'est pas du tout homogène, genre c'est pas un bloc, voilà,
mais souvent on dit que c'est dépolitiser la Pride. Moi, je me pose la question, enfin oui, évidemment, c'est dépolitisé, mais je me pose la question, est-ce que c'est pas plutôt que c'est dirigé par juste un autre courant politique, où c'est une politique en soi, en fait, de dire qu'il faut mettre une place centrale à la question de la fête dans le mouvement LGBT, qui va avec en fait la mise en avant de nos identités individuelles et collectives, avec notamment l'idée de dire que nos identités en soi, nos existences en soi sont politiques et que donc il faut les mettre en avant, pourquoi pas par le biais de la fête, etc. Le problème évidemment, alors il n'y a aucun problème avec le fait de faire la fête, bien évidemment, mais le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est pas une stratégie. Le problème, c'est de proposer ça en termes de stratégie. Comment tu peux mettre un rapport de force contre les réactionnaires avec cette stratégie-là, entre guillemets, encore moins, bien sûr, contre le système et ses oppressions, mais ça sera l'objet justement du reste de l'intervention. Donc il y a la question de ça, du manque un peu de slogans, etc., mais il y a l'aspect interclassiste quand même, qu'il faut relever dans les prides et même plus globalement en général, et ça c'est un problème qu'on retrouve, enfin c'est des discussions qu'on peut avoir, y compris avec autour de l'idée de dire que genre il y aurait une communauté LGBT qui serait unie par juste le principe même d'être LGBT. C'est le même débat par ailleurs qu'on a avec les autres oppressions. La Pride, quand je dis que c'est interclassiste, c'est aussi parce qu'on l'a vu, on manifeste avec des entreprises. Bon, d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'il y avait moins d'entreprises quand même que l'année dernière. L'année dernière, il y avait Air France, il y avait L'Oréal et tout. Là, il y avait pas autant, mais il y en avait quand même. Il y avait l'assurance généraliste. D'autres entreprises qui font du pinkwashing de ouf, quoi, je sais pas comment on dit, du queerwashing, je sais pas si on dit pinkwashing ou pas, mais donc en gros, c'est-à-dire l'idée de se faire de la pub, en gros, en se donnant une image qui soit progressiste, mais bien sûr de manière tout à fait opportuniste. On a manifesté avec le char Gay Lib, qui est en fait un collectif LGBT qui est au centre droit, ils appellent ça comme ça. Initialement, ça a été créé, c'était affilié en fait à l'UMP. Avec FLAG, qui est le collectif des policiers LGBT, donc qui regroupe la police municipale, genre les pompiers, mais police municipale, des personnels des membres du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Il y avait aussi le collectif des juifs LGBT de France qui s'appelle Birakeim, qui est un collectif en fait sioniste, où on a vu sur leur char, il y avait des ballons aux couleurs du drapeau israélien. D'ailleurs, quand ils sont passés devant notre point fixe, ils faisaient genre non avec les doigts et genre on n'est pas d'accord avec vous et ils se moquaient de nous, quoi. Bon voilà. Donc il y a cette question-là de avec qui est-ce qu'on manifeste, et derrière ça veut dire on pense qu'on peut lutter avec qui, quoi, qui sont nos ennemis, qui sont nos points d'appui, etc. Et puis il y a le problème des organisateurs même des prides. Pour rappel, le mouvement d'origine, même si je reviendrai après là-dessus, au début disait lutter contre la pink economy, se disait contre l'exploitation de tous les travailleurs, etc. Et là, clairement, l'inter-LGBT, même si ça réunit plusieurs organisations différentes, donc c'est pas un bloc homogène, mais la direction, elle va clairement dans le sens d'appeler à voter pour le NFP, à soutenir les perspectives électoralistes qui, bien sûr, nous mènent droit dans le mur. Il y a évidemment des collectifs et des groupes qui sont plus radicaux, mais qui pour beaucoup baignent quand même dans le postmodernisme et dans l'intersectionnalité. C'est un courant politique en fait qui vient du milieu universitaire, donc petit bourgeois aux États-Unis, dans une période où la classe ouvrière elle est affaiblie. Ça, c'est quand même important c'est pas un détail, c'est parce qu'il y avait un espace politique qui était laissé par la classe ouvrière, quoi, et la petite bourgeoisie a pris cet espace politique-là et qui propose en fait d'étudier les oppressions à partir juste des seules expériences personnelles qu'on peut avoir et sous le prisme de l'identité. Et comme ça permet pas en réalité d'établir une stratégie pour le renversement du capitalisme et pour l'émancipation, ça a mené en fait une partie de ces mouvements-là à penser que chacune des oppressions, elles doivent être traitées les unes individuellement, certes en lien avec les autres, mais sans comprendre que toutes ces oppressions, elles découlent en fait c'est structuré et ça découle du capitalisme et de la question de l'exploitation. D'ailleurs, même c'est chez ces courants qui sont radicaux, qui parfois peuvent d'ailleurs se dire aussi anticapitalistes, en fait, ils n'ont aucune stratégie pour renverser le système et ils appellent par ailleurs tous à voter quand même pour le NFP avec la logique du moindre mal, etc. Ce qui explique ça, c'est quoi ? En fait, c'est le fait de ne pas s'appuyer sur la classe ouvrière, de ne pas avoir confiance dans la force de la classe ouvrière. Là-dessus, je reviendrai sur cette question-là tout à l'heure. Donc, le problème de l'interclassisme, manifester avec toutes les classes sociales, tous les collectifs, même les plus affiliés à l'État, à la bourgeoisie, faire croire qu'il y aurait une communauté LGBT qui est unifiée juste derrière cette identité-là. Pour nous, c'est un gros problème et c'est peut-être d'ailleurs même le plus central. Pourquoi pour nous c'est essentiel de manifester à la Pride en défendant l'indépendance de classe, même d'ailleurs au-delà de la Pride au quotidien et sur toutes les questions ? Parce que déjà c'est les premiers à dénigrer notre classe et à
attaquer nos droits, bien évidemment. Même les plus NFP compatibles ou les plus, ou la gauche institutionnelle, ils peuvent tenter de faire passer quelques lois progressistes et encore. Mais déjà, c'est juste gratter des miettes. Et bien sûr, ça ne remet jamais en cause le système qui nourrit toutes ces oppressions. Et ça, pour nous, en fait, c'est le point central. C'est justement un truc qui serait intéressant de discuter tout à l'heure dans le débat. C'est en fait, pour nous, il n'y aura pas d'émancipation totale et de fin des oppressions sans renverser le système capitaliste. Je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. En fait, l'oppression, pour déjà commencer sur la question de la famille, en fait, l'oppression des LGBT dans la société capitaliste, c'est pas lié à un défaut d'éducation, quoi. Des fois, on entend ça, c'est un problème d'éducation, et donc ça voudrait dire que peu importe où on en est dans le rapport de force des classes et tout, en fait, juste il suffirait de bien éduquer nos enfants et en gros, il n'y aura pas de problème. Pour nous, c'est lié à tout un système, une structure qui est le capitalisme, le patriarcat, et qui différencie socialement les personnes en fonction de leur genre, de leur couleur de peau, leur nationalité, leur orientation sexuelle, etc. La sexualité, je vais dire un truc assez basique, mais évidemment, c'est politique, c'est-à-dire c'est des rapports entre les individus qui sont régis et qui sont structurés par la société. Donc en fait, c'est réprimé par des injonctions à rester en fait dans ce qui est défini comme la norme en termes de vie relationnelle, sexuelle, et la norme dans la société capitaliste et patriarcale, c'est la famille nucléaire, c'est l'hétérosexualité. Je ne vais pas pouvoir développer trop sur le rôle de la famille, mais juste pour en toucher 2 mots. En gros, pour faire le plus de profit possible, le capitalisme, il a besoin évidemment d'un cadre qui permet aux ouvriers de faire le taf et de leur apporter de la thune. Ce cadre, cette structure-là, c'est la famille, où il y a besoin qu'elle soit composée d'un ouvrier qui travaille, et d'une femme qui renouvelle la force de travail, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, qui s'assure de son repos, etc. Et qui gère les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Et bien sûr, il faut que cette famille, évidemment, elle ait des enfants, justement pour faire en sorte d'avoir de nouveaux ouvriers après et de nouvelles femmes pour s'occuper des ouvriers, et puis aussi pour assurer la transmission de la propriété privée. Mais par ailleurs, le capitalisme, parce que là, on voit que là, dans ce que je disais, ça remonte un peu quand même. Depuis, le capitalisme, il s'est adapté, le patriarcat, je veux dire, il s'est adapté quand même au capitalisme, notamment pendant la Première Guerre mondiale, où les capitalistes, ils envoient massivement les femmes au travail, dans les usines et tout, parce que déjà, elles le demandaient. 2, les hommes, ils meurent massivement à la guerre et une partie reviennent inaptes. Et 3, les femmes, c'est une nouvelle main-d'œuvre qui est utile et exploitable à un coût qui est plus faible que l'homme. Donc, qu'est-ce que ça nous montre ? Déjà que l'oppression des femmes, comme toutes les autres oppressions, ça évolue en fonction du besoin des capitalistes, du capitalisme. Le deuxième truc, c'est que ça montre que le patriarcat, c'est pas un truc qui est immuable, intouchable, puisque là, on le voit, ça s'adapte en fait aux besoins du capital, des patrons. Et le dernier truc, c'est que on voit que c'est au service du capitalisme, donc on ne peut pas renverser le patriarcat sans toucher au capitalisme. Et on voit bien que encadrer la famille, pour les capitalistes, c'est un des piliers pour essayer de s'assurer que les intérêts des patrons ils continuent à augmenter, etc. Et de fait, tous ceux qui veulent sortir de ce cadre-là, notamment en faisant un ménage avec quelqu'un du même genre, tout ce qui sort du cadre imposé, de fait, le capitalisme, il va essayer, je veux dire, toutes ces oppressions, même quand tu parles de n'importe quelle agression jusqu'au LGBTI-phobie en général et tout, elles permettent aussi d'empêcher les individus de sortir du cadre justement qui est imposé par le capitalisme. Donc, il y a cette question-là. Sur la question de la division de la classe ouvrière, je pense que c'est un truc qui est important, c'est qu'en fait, le capitalisme, de fait, il génère une classe ouvrière qui concentre dans un lieu de travail, dans des entreprises où ils font du profit sur leur dos. L'unification des travailleurs et des travailleuses, en fait, ça représente une menace qui est hyper importante pour les patrons et pour la bourgeoisie dans son ensemble, parce que cette unification, c'est le début de fait de l'organisation commune des travailleurs contre leurs patrons. Du coup, le développement du mode de production capitaliste, il se base sur des tentatives de stratifier, de diviser la classe ouvrière en soumettant une surexploitation et une oppression spécifique sur une partie de la classe ouvrière. Et c'est ce qui va d'ailleurs créer de la concurrence entre les travailleurs. En gros, par exemple, pour faire plus de bif, tu vas sous-payer où tu vas exploiter encore plus les femmes, les LGBT, les travailleurs sans papier, les travailleurs immigrés. Et pour que leurs collègues ne se battent pas contre le patron, le capitalisme, il a besoin de diffuser des idéologies pour justifier cette différence de traitement. C'est pour ça qu'on dit que les idées réactionnaires, l'homophobie, etc., ça tombe pas du ciel et c'est pas un problème d'éducation. Elles servent à justifier l'exploitation qui est faite et à justifier les oppressions que vivent les personnes LGBTI. Et quand tu vois d'ailleurs un ouvrier qui considère que le problème, c'est pas son patron, mais c'est son collègue immigré, c'est son collègue trans,
en fait, c'est pas juste un problème d'éducation, c'est qu'il a intégré l'idéologie donnée tous les jours par le capitalisme et qui lui permet de se maintenir et de maintenir ses profits. Et d'ailleurs, on voit bien que beaucoup d'LGBT, ils se retrouvent dans des tafs qui sont précaires, mal rémunérés, instables, etc., en raison justement de discrimination. Donc les oppressions spécifiques, dont les LGBT-phobies, c'est un des moyens pour le capitalisme de se maintenir. Et en ça, on ne peut pas renverser ces oppressions sans renverser cette société et en construire une nouvelle que nous, on appelle le communisme et qui est en fait une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Je terminerai sur la question de la stratégie. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Tout à l'heure, je disais que l'une des limites du mouvement LGBT, c'est sa non-indépendance de classe, je ne sais pas comment dire, et le fait qu'il ne s'appuie pas sur la classe ouvrière. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, on pense que la classe ouvrière, c'est la seule force, la seule classe sociale qui est capable de renverser ce système et toutes les oppressions qui vont avec. Et c'est la seule force qui est capable de prendre en compte et de répondre par le rapport de force à toutes les problématiques de notre camp social, mais même genre à toutes les problématiques de l'humanité, quoi. Je m'explique. Premièrement, c'est la seule force qui a tout à gagner à renverser ce système capitaliste, le système d'exploitation. Un patron, il a évidemment intérêt à garder en place le système capitaliste. La petite bourgeoisie, elle peut trouver parfois des conforts dans le système capitaliste. Un ouvrier, son seul intérêt, objectif, je ne dis pas forcément conscient et tout, objectif, c'est de renverser ce système. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez déterminant. La deuxième raison, c'est parce que la classe ouvrière, c'est la seule force sociale à être capable de le renverser. Déjà par le nombre qu'ils sont, c'est-à-dire c'est la majorité de la population partout, mais c'est surtout par le rôle que la classe ouvrière elle a dans l'économie, dans l'appareil de production capitaliste. C'est-à-dire c'est la seule force qui est capable de bloquer la production en négatif, blocage genre, en mode, pardon, ça je vais le dire après, mais bloquer l'économie, mais c'est aussi en positif celle qui fabrique tout, qui fait tout fonctionner. C'est-à-dire que les capitalistes, la bourgeoisie, ils ont beau avoir tout ce que tu veux, les moyens de production, les médias, etc. Sans la force de travail de la classe ouvrière, il n'y a aucun profit, ils n'existent plus. Sans la force de la classe ouvrière, le travail de la classe ouvrière, il n'y a rien qui fonctionne. Et à l'inverse, tout peut fonctionner grâce à la classe ouvrière et même sans les patrons. La troisième question, c'est la troisième chose, enfin la troisième raison, c'est parce que la classe ouvrière, c'est la seule force qui a la capacité, pas juste de répondre aux problèmes de notre camp social, ou juste de la classe ouvrière, etc., mais de l'humanité tout entière. J'ai dit ça tout à l'heure. Exemple, le réchauffement climatique. Genre, c'est un problème de tout le monde. C'est pas juste le problème de la classe ouvrière. Le problème de je suis malade et je veux pas crever, genre du Covid. Le problème de je veux pas me faire agresser parce que je suis LGBT. Bon, ça, c'est les problèmes de tout le monde. Donc, c'est la force. La classe ouvrière, c'est la seule force qui a réellement la capacité et l'intérêt de tout résoudre, de résoudre tous les problèmes. Déjà parce que, elle est concernée, parce que dans la classe ouvrière, il y a tout le monde, quoi. Mais surtout parce que pour gagner, ça c'est un élément qui est déterminant et qui est caractérisant aussi de la classe ouvrière, c'est que pour gagner, chaque travailleur et chaque travailleuse a besoin de s'appuyer sur ses autres camarades qui sont d'origines différentes, de genres différents, d'orientation sexuelle différente. Et donc, si tu veux gagner sur une bataille, tu es obligé de t'appuyer sur tout le monde. Donc ça donne en fait une forme qui est collective aux luttes de la classe ouvrière, qui fait que pour résoudre le problème de l'un, tu es obligé de résoudre le problème de l'autre. Et justement, les luttes de la classe ouvrière pour les droits des LGBTI, il y en a eu depuis longtemps, et même d'ailleurs bien avant Stonewall. Je vais juste en citer rapidement quelques-uns, mais évidemment pas tous. Les premières véritables contestations, en fait, elles apparaissent avec l'émergence du capitalisme. On peut dater le début de ça avec la pétition... c'était en 1870, c'était la pétition d'un membre du SPD qui a dirigé la première organisation de libération homosexuelle. C'était une pétition qui servait à exiger le retrait de l'article 175 du Code pénal qui interdisait et qui criminalisait les relations sexuelles entre hommes en Allemagne. Pareil, de 1919 à 1923, donc entre la première et la seconde révolution allemande, il y a une volonté qui est manifeste de lier le combat des homosexuels, à l'époque c'était des homosexuels, au combat en fait révolutionnaire de la classe ouvrière. Il y avait plein de déclarations, etc., qui allaient dans ce sens-là, mais je ne développe pas. La Pride, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on le sait, c'est l'héritage des émeutes de Stonewall. Matar en a parlé. C'était des révoltes populaires qui ont eu lieu à New York et qui proviennent en fait des bars homosexuels qui étaient investis par des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses. Ces révoltes, elles contestent en fait, elles éclatent pour contester l'ordre en place et la répression que subissent les homosexuels par l'État, avec, parce qu'à l'époque, il y avait énormément, vous avez dû sûrement voir, mais des descentes de flics tout le temps, quoi, qui arrêtaient dans les bars gays, en priorité les personnes trans. Et donc cette émeute, elle a permis la création d'un front de libération des gays qui a donné naissance
l'année juste après à la première Pride justement, et ensuite ça s'est généralisé à l'échelle internationale voilà, au fur et à mesure des années. Et bien sûr, les avancées les plus concrètes pour les homosexuels, elles se sont réalisées durant les périodes révolutionnaires où la classe ouvrière, elle avait le pouvoir. Par exemple, en 1917, pendant la Révolution russe, c'est les assemblées des travailleurs et des travailleuses qui prennent la décision de dépénaliser l'homosexualité en Union soviétique. Et donc, pour donner une idée, pour comparer, sous une démocratie bourgeoise comme la France, c'est arrivé uniquement en 1982, donc 65 ans plus tard quand même. Voilà, il y a eu d'autres exemples aussi de solidarité de classe. C'est le cas par exemple en Grande-Bretagne dans les années 80, 84 je crois, c'était le collectif des lesbiennes et des gays en soutien aux mineurs. Donc c'est une organisation qui est née avec la grève contre la fermeture des mines qui a été prévue par Margaret Thatcher. Ce collectif, il a soutenu les grévistes pendant une période assez intense quand même de lutte des classes. Ils ont soutenu financièrement ces grèves. Ça a permis, y compris, de modifier une bonne partie la vision qu'une bonne partie des travailleurs pouvaient avoir de l'homosexualité. Ça a permis aussi de briser avec l'isolement de certains homosexuels mineurs. Et les travailleurs, ils ont commencé, suite à cette expérience de lutte collective avec ce collectif LGBT, avec ce collectif, c'est un collectif, ils ont commencé à eux aussi apporter leur soutien au mouvement LGBTI, à la question de l'égalité, participer au Pride. Et il y a même la base militante de leur syndicat qui a réussi à pousser ces bureaucrates des partis travaillistes à adopter des résolutions pour soutenir justement l'égalité des droits des personnes LGBT. Voilà, sur ces exemples-là, pour terminer sur une question, voilà, c'est comment est-ce qu'on intervient aujourd'hui. En fait, je ne vais pas inventer l'eau chaude sur ça, mais sur rien, mais voilà. En fait, sur toutes les questions, sur toutes les questions, la réponse c'est évidemment la lutte collective et tous les combats pour l'amélioration des conditions de travail, d'études et de vie, etc. Pour l'ensemble de notre classe, c'est une amélioration pour les LGBT. Je m'explique là-dessus. Il y a le problème, on le sait, de l'accès au travail pour les personnes LGBTI qui reste toujours profondément illégal. Beaucoup se retrouvent dans des emplois précaires, qui sont mal rémunérés, qui sont instables en raison de discrimination. Beaucoup connaissent la marginalisation, le harcèlement au travail ou des difficultés d'accès même à l'emploi, notamment pour les personnes trans ou pour tous ceux et celles qui ne rentrent pas dans les cases. La question aussi de l'accès aux soins pour les personnes LGBTI et notamment pour les personnes trans, il est toujours semé d'embûches. C'est un parcours médical qui est long, qui est pathologisant. Souvent, c'est humiliant. Il y a un manque de formation des professionnels de santé. Parfois, il y a un refus de soins ou des discriminations qui sont ouvertes. Donc, se battre pour des moyens dans la santé, quand le gouvernement il défonce les budgets dans les hôpitaux, se battre pour des moyens de manière générale, c'est permettre aussi de former le personnel de santé, accueillir et accompagner les personnes trans, que ce soit dans leurs parcours médicaux, psy, garantir un accès gratuit aux soins pour tout le monde. Pareil, là, la casse du service public qu'on connaît depuis des années, mais là, notamment avec la question des budgets, qui a été menée par en fait, différents gouvernements successifs, à la fois de droite, mais aussi de gauche, ça aggrave considérablement la situation des personnes LGBT. Donc, les coupes budgétaires dans la santé, l'éducation, le secteur associatif, etc., en fait, on le voit, ça se traduit par un manque de personnel formé, de psychologues dans les établissements scolaires, de structures d'accueil, y compris d'associations de soutien, etc. J'ai donné tous ces exemples, mais en fait, c'est pour dire que tout combat pour l'amélioration des conditions de travail de tout le monde, des conditions d'études, de vie de tout le monde, pour la défense du service public, ça représente une amélioration qui est très importante pour les conditions de vie des LGBTI. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte là-dessus, pour l'ensemble de notre classe, et y compris les LGBTI, et que le mouvement LGBTI doit prendre en charge ces questions-là, pour eux et pour tout le monde, pour l'augmentation des salaires, pour nos retraites, pour les aides sociales, une bourse étudiante, y compris pour permettre l'indépendance financière et l'émancipation vis-à-vis de la famille, etc. Mais pour tout ça, évidemment, il va falloir construire un mouvement de masse. Il va falloir construire un mouvement d'ensemble qui prenne en charge toutes ces revendications et qui pose la question de l'égalité réelle. Et ça se fera avec la classe ouvrière, justement par rapport à ce qu'on racontait tout à l'heure. Donc nous, c'est aussi notre rôle en tant que révolutionnaires, que jeunes, qu'on soit organisé ou pas, même si évidemment on incite à s'organiser justement pour pouvoir prendre en charge cette question-là, c'est notre rôle de convaincre tout le monde que la lutte d'émancipation des LGBTI, elle se fera avec la classe ouvrière et pas avec la bourgeoisie. Et c'est aussi de convaincre la classe ouvrière que les divisions au sein de notre classe, c'est un truc qui nous affaiblit et qu'il n'y aura pas de victoire totale pour la classe ouvrière sans prendre en compte la lutte d'émancipation des LGBTI. Donc ça signifie à la fois combattre l'illusion de penser que les LGBT peuvent gagner sans la classe ouvrière,
et en tant que travailleurs et travailleuses, et pas juste en tant que LGBTI, en tant que travailleurs et travailleuses, mais ça veut dire aussi combattre les préjugés qui existent au sein de notre classe et être intransigeant, je sais pas, y compris avec nos collègues, etc. Parce que sinon, tu fais pas progresser le niveau de conscience. Et donc, c'est par les discussions, mais aussi par l'expérience de la lutte collective. Et donc, évidemment, vous comprenez bien, pour jouer tout ce rôle-là, à la fois, on a besoin, évidemment, d'un parti révolutionnaire qui mène une politique qui soit consciente et qui soit spécifique sur cette question-là. Mais on a aussi besoin d'être implanté, puisqu'on parle de justement le rôle de la classe ouvrière, etc., le travail qu'il y a à faire auprès de la classe ouvrière sur cette question-là et tout. En fait, il faut être implanté dans les entreprises. Et donc, ça veut dire, pour y jouer un rôle. Et donc, ça veut dire que, à la fois pour construire un mouvement de masse, mais aussi pour s'organiser pour renverser le système capitaliste dans son ensemble, il faut construire un parti révolutionnaire. Et c'est justement ce qu'on construit au quotidien avec les camarades du NPA révolutionnaire.